Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse, une émission qui permet de décrypter, d'analyser et de commenter les grands points de l'actualité nationale et internationale. Pour ce dimanche, nous sommes 4 sur ce plateau et nous allons parler de 5 sujets principalement. Il s'agit donc du remaniement ministériel intervenu le 20 février dernier, alors du décret pris en conseil des ministres pour la réimmatriculation des véhicules et des motos, de la découverte de la tombe supposée de Dabo Boukari, du FESPACO dont le clap de départ a été donné hier par le président du Faso au stade Joseph Konombo, et enfin des manifestations et des violences contre les étrangers en Afrique du Sud. Je le disais tantôt, 4 invités pour ce dimanche. Il s'agit de Boukari Woba du bimensuel Mutation, de Ladi Bama du journal Le Reporter, de Paul Miki Rwamba de la radio Waka FM et de Parfait Silga du journal Notre Temps. Bonjour à tous et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme annoncé en fin d'année, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a procédé à un remaniement du gouvernement du Burkina Faso. Le nombre de ministres augmente et passe à 32. Alors, c'est une actualité que vous avez suivie et qui a fait beaucoup de débats au Burkina. Comment donc vous avez accueilli donc la nouvelle de ce remaniement, Woba? Merci. C'est un remaniement qui était très attendu, qui à la limite avait même été demandé dès le lendemain de la formation du premier gouvernement Kaba, parce que les débats sur le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, et le fait que le chef de l'État occupait donc les fonctions de ministre de la Défense, les débats ont commencé dès que le gouvernement a été formé. L'opinion des leaders politiques, des leaders de la société civile ont demandé à ce qu'on puisse ériger des ministères pleins, avec des personnes qui vont se consacrer exclusivement à la question de la sécurité et à la question de la défense. Malheureusement, le gouvernement ne l'a pas entendu de cette oreille, donc ça tergiversé jusqu'à ce qu'on boucle la première année du gouvernement MPP. Et puis bon, finalement, le chef de l'État, comme vous le dites, l'a annoncé en fin d'année 2016, exactement, je crois, le 29, lors de son interview avec les journalistes. Mais pour reprendre exactement le terme du président, il a parlé de réorganisation du gouvernement. Le terme remaniement n'est pas venu. Et moi, je trouve que son terme est plus approprié au regard de ce qu'on a obtenu après justement son remaniement. Parce que pour moi, remaniement gouvernemental, je m'attendrais à plus que ça. Or, si vous l'avez constaté, dans le fond, on n'a pas remanié, on a véritablement réorganisé. J'ai cru comprendre qu'essentiellement, ils étaient partis pour ériger les 2 ministères pleins, le ministère de la Défense, le ministère de la Sécurité, et qu'à l'occasion, ils ont profité aussi faire d'autres déplacements à l'intérieur du gouvernement. Et cela a amené aussi à élargir le gouvernement de 29 à 32 membres, ce qui n'est plus loin des gouvernements de Blaise Compaoré, parce que le dernier gouvernement de Blaise Compaoré comptait 34 membres, donc de 29 à 32. Bientôt, c'est sûr qu'on va se retrouver dans les mêmes formats que le gouvernement de Blaise Compaoré, alors que je pense que ça aussi, ça avait été une promesse du chef de l'État, Roch Marc Christian Kaboré, d'avoir un gouvernement assez serré. Or, quand on atteint déjà la trentaine, il faut se dire qu'on va vers un gouvernement pléthorique. Donc, dans la forme, le président du Faso a respecté plus ou moins ce qu'il avait annoncé, à savoir cette réorganisation gouvernementale. Mais dans le fond, de mon point de vue, il y a une grosse insatisfaction. Une grosse insatisfaction. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, les points clés, c'était la sécurité et la défense. Or, à ce niveau, quand vous regardez, il n'y a pas d'homme nouveau. Il n'y a pas d'homme nouveau parce que les insuffisances, les critiques que nous avons formulées par rapport à cette question de sécurité et de défense, elles ne sont pas seulement imputables à des individus qui avaient en charge ces départements-là. Ce sont des critiques, ce sont des reproches qui sont faits donc, au gouvernement. C'est une collégialité. Donc, ça veut dire que le gouvernement dans son ensemble n'avait pas de réponse appropriée à la question de la sécurité et à la question de la défense. Je ne peux pas comprendre qu'on veut faire une réorganisation et qu'effectivement, on puisse penser qu'à l'intérieur de ce même gouvernement, qui d'une certaine façon a failli,
on puisse trouver des éléments, des personnes qui soient à la hauteur de la mission. Le fait que le ministère de la Sécurité intérieure soit combiné en même temps avec celui de l'administration territoriale, c'était trop lourd, voilà, pour un seul homme. Et je pense que cette préoccupation a été prise en compte en scindant le ministère en deux. Le ministre a moins de charges actuellement. Les critiques sont plurielles sur la question de Maté DSI. Il y a le fait qu'effectivement le ministère était trop balèze pour quelqu'un comme Simon Compaoré, mais il y a aussi le fait qu'on a pensé que Simon Compaoré n'était pas l'homme de la sécurité. Et je pense qu'en partie, sinon même que c'est par pur orgueil que le ministre d'État Simon Compaoré a voulu conserver le ministère de la Sécurité. Sinon, il sait très bien que quelque part, les critiques lui étaient adressées aussi personnellement du fait qu'il n'était plus l'homme de la sécurité, surtout avec tous les problèmes qu'on a connus dans le cadre de cette affaire Kourouego. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si véritablement il est la personne la mieux placée pour continuer à gérer ce problème-là qui n'est toujours pas fini. Jusqu'au jour où nous sommes en train de parler, vous savez que les affaires Kourouego, ça continue de se passer. Dans des localités, des personnes sont arrêtées, sont brimées. Ce n'est pas terminé, mais on n'en parle plus. Ce n'est plus dans l'actualité brûlante. Et pourtant, c'est un phénomène qui est là qu'il va falloir résoudre. D'accord. Alors, donc, dans le fond, en matière de sécurité urbaine et autres, je ne pense pas que... Il fallait faire plus que ça. Je m'attendais à plus que ça. Voilà. Est-ce que c'est l'avis des autres autour de la table? Paul Miki. Oui, moi je ne suis pas étonné au regard du gouvernement qu'on nous a présenté, pour qui avait bien écouté le président du FASO, Roch Marc Christian Kaboré, le 29 décembre dernier, lorsqu'il avait annoncé les couleurs de ce remaniement. Il avait indiqué qu'il allait revoir le ministère de Simon Compaoré, et c'est ce qui a été fait. Il avait dit également que lui-même, ministre de la Défense, il allait se défaire de ce ministère pour mieux se consacrer à son rôle de chef de l'État. Ça a été chose faite également. Il avait dit qu'il n'y aurait pas eu de militaires dans le gouvernement. Il ne voulait plus de militaires dans le gouvernement. Évidemment, tous les militaires sont partis du gouvernement actuel. Donc c'est un certain nombre de promesses comme ça qui, de mon point de vue, ont été tenues au regard de la composition du gouvernement. Donc il n'y a pas quelque chose d'étonnant. Moi, je note également avec force que sur le plan politique, les partis politiques autres que le MPP, qui avait leurs représentants au niveau du gouvernement, tous maintenu leur poste. Ça, certainement, les accords politiques qui le commandent ainsi. On a les deux ministères qui reviennent à l'UNUPS, on a le ministère de la Culture qui revient aux parents, on a également le ministère des Transports au NTD, etc. Donc, il y a eu le statu quo à ce niveau et il n'y a rien d'étonnant. Maintenant, dans le fond, pour revenir à ce que Ouba disait, effectivement, on s'attendait à ce que le ministère de la Sécurité, qu'on crée un ministère plein de la sécurité, ça avait été une revendication, si vous voulez, de l'opinion publique, mais tout le monde était étonné pour voir que c'est le même homme qui reste à la tête de ce ministère. On aurait peut-être préféré avoir Simon Compaoré au niveau du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire l'administration territoriale de la décentralisation, et puis trouver quelqu'un d'autre peut-être pour gérer les questions de sécurité, parce que là, on a beaucoup failli, il faut le reconnaître. Ça fait partie des tâches noires d'une année et quelques du régime de Roch Marc Christian Kaboré, les questions de sécurité et de défense. Alors, lorsqu'on parle de défense aussi, on a un civil, évidemment, qui se trouve à la tête de ce ministère. Ce n'est pas étonnant, ce n'est pas une première non plus, puisque ce ministère, d'ailleurs, a l'habitude d'être géré par des civils, en l'exception récemment du président Blaise Compaoré, qui était ministre de la Défense lui aussi. On a vu beaucoup de civils succéder à la tête de ce ministère, donc ce n'est pas un fait nouveau. Alors, le plus important là-bas, de mon point de vue, c'est de pouvoir coordonner les actions des différents militaires pour qu'ils arrivent, évidemment, à lutter contre l'insécurité, notamment le terrorisme qui gangrène la partie nord du Burkina. C'est autant de défis comme ça que l'on attend du nouveau gouvernement. Maintenant, pour le reste, il s'agit vraiment des postes où on a besoin de beaucoup de compétences là-dedans. Et on note également pour ce nouveau gouvernement qu'on a connu deux départs essentiels, c'est-à-dire deux ministres qui ont quitté carrément le navire, en dehors de ceux qui ont changé de poste. C'est notamment le ministère de l'économie numérique et des postes, même si beaucoup de gens disent de ne pas y voir tout de suite l'affaire des tablettes. Mais lorsqu'on jette un coup d'œil dans le rétroviseur, on se rend compte effectivement qu'il y a eu un peu de problème à ce niveau, où il y a eu ces bisbilles entre l'exécutif et le législatif dans l'affaire des tablettes, où était au cœur donc le ministre de l'économie numérique et des postes. Plus grave il y a eu ça, évidemment plus que ça, je suis d'accord. Et les ministres ne sont oui, pas ça dépend peut-être des poids politiques. On peut lier ça. Voilà. Ceci pourrait expliquer cela, mais je ne dis pas que c'est le seul aspect.
Vous avez si bien dit, il y a eu d'autres problèmes dans d'autres ministères où les ministres sont restés. Si je prends l'exemple des infrastructures très récemment, où la grogne a atteint un certain seuil, le ministre est resté à son poste. C'est peut-être, ça dépend aussi des poids politiques, mais je voudrais faire remarquer également qu'au niveau de l'enseignement supérieur, le ministre Filiga Michel Savadogo a quitté le navire au profit de Alkassou Maïga. Ça aussi, si on jette un coup d'œil dans le rétroviseur, on pourra se rendre compte qu'il y a eu cette grogne des étudiants ici à Ouagadougou. Il a aussi l'affaire des étudiants du Burkina Faso, du Maroc, qui avaient perdu, qui n'avaient pas obtenu leur bourse, et on parle des questions de gestion. Donc l'un dans l'autre, on pourrait expliquer ce qui s'est passé là. Mais dans tous les cas, on a un gouvernement qui n'a véritablement pas changé, comme l'a dit Oba. Ce sont les mêmes qui sont là aux affaires, et on fait avec, et on attend de voir ce que le gouvernement remanié va donner dans les prochains mois. Oui, Bama. Non, je pense que c'est exactement le constat que tout le monde a pu faire. Hein. Il n'y a pas eu de remaniement en réalité. Comme Oba l'a dit, il y a eu juste peut-être un petit jeu de chaises musicales à l'intérieur du gouvernement. Et puis voilà, les mêmes hommes continuent à nous gouverner. Alors c'est vraiment ça la grosse déception dans cette affaire, parce que au regard du parcours que ce gouvernement a eu au bout d'une année qu'il est là, je veux dire le régime Kaboré, son premier gouvernement au bout d'une année, au regard du bilan qu'on a pu faire, on s'attendait à mieux que ça. On s'attendait à voir vraiment une refonte en profondeur de ce gouvernement-là, mais ça n'a malheureusement pas été le cas. On a plutôt essayé de continuer de contenter certaines susceptibilité certainement au sein du gouvernement, parce que quand on sait comment ce gouvernement a été formé, comment cette majorité à l'Assemblée a été obtenue, il y a eu un certain nombre d'arrangements politiques. C'était un attelage assez délicat qu'il fallait essayer de ménager au mieux. Je pense que c'est ça qui a pu peut-être gouverner cette situation. Donc on retient qu'il n'y a pas eu vraiment de changement, et c'est vraiment dommage, parce que quand on regarde les défis de l'heure, il aurait fallu vraiment qu'on puisse avoir une équipe beaucoup plus compétitive, si je peux me permettre ce terme-là, parce que c'est ça. On est pratiquement à la croisée des chemins, et il faut une équipe qui est vraiment prête à aller au front pour vraiment prendre à bras le corps le problème des Burkinabés. Malheureusement, ce n'est pas le cas, et c'est vraiment le grand regret de tout le monde aujourd'hui. Alors, selon le Premier ministre Paul Kavatiba, donc ce réajustement a été fait pour pouvoir lancer, opérationnaliser le PNDS. Oui, alors... Je voudrais d'abord donner mon point de vue par rapport à cela. Moi, je suis pas de ceux qui pensent que rien n'a bougé et que c'est décevant. Le chef de l'État a dit réorganisation gouvernementale. Et effectivement, à la fin, c'est ce qu'on a obtenu. Deuxième élément qu'il faut prendre en compte. Les militaires disent souvent, quand il y a une manœuvre, il faut donner les moyens pour arriver à pour la manœuvre. Est-ce que ce gouvernement avait les moyens de sa politique? C'est la question qu'il faut se poser, le contexte dans lequel on a évolué. Est-ce qu'ils avaient les moyens de cette politique? Ils avaient les moyens pour exécuter effectivement les missions pour lesquelles ils ont été nommés? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'il ne sert à rien, au bout d'une année, de vider, excusez-moi le terme, de vider des ministres qui, pratiquement, n'avaient pas le moyen de travailler, et puis vous recommencez encore une nouvelle fois, vous reprenez de nouveau pour reprendre la politique. Moi, je pense que tout simplement, les gens et le gouvernement, enfin, le président de façon a dû estimer que au cours de la première année, il y a eu des difficultés. Les ministres ont fait ce qu'ils pouvaient avec les moyens qu'ils avaient. Et donc, de ce fait, il n'a pas vu la nécessité de faire un chamboulement. Du reste, quand le président a dit réorganisation, tout le monde a entendu remaniement. Mais c'est ça qui est bizarre. Le président dit, on va faire une réorganisation. Et tout le monde entend remaniement. Mais donc, on ne peut qu'être déçu à la fin. Parce que moi, je pense même pour la question de la sécurité, pour moi, ce n'est pas une question forcément d'hommes. De quoi disposent nos forces de défense et de sécurité en matière de matériel spécifique? De quels moyens ils disposent pour qu'on puisse avoir une armature de renseignement à même
de contrer le terrorisme aujourd'hui. Mais c'est ça. C'est la question des moyens. La question des hommes est certes importante, mais la question des moyens, ici, dans notre contexte-là, est assez... Donc, qu'on change d'homme, quand on dit, oui, bon, on pensait à ce que M. Simon Comporé aille à l'administration territoriale, bon, moi je me pose des questions. Maintenant, pour revenir à l'opération du PNDS, je dis qu'on est déjà en retard. Ça y est, on est en retard. On va en venir, mais il y a beaucoup de personnes qui veulent réagir par rapport à ce que tu viens de développer. On va donner la parole à ton voisin, Woba, très rapidement sur ce point. Sur la question des moyens, je ne pense pas que ça soit la raison de l'échec, s'il y a eu échec. En tout cas, ça ne doit pas être la raison de l'échec de ce gouvernement. Ce n'est pas possible. La raison de l'échec de ce gouvernement, c'est le manque d'action, le manque d'anticipation, la lourdeur qu'on a toujours critiquée. Et cette lourdeur, vous le constaterez avec moi, elle est toujours là. On ne fait pas les choses au moment où il faut le faire. On parlait tantôt de ce remaniement qui avait été annoncé le 29 décembre. Un remaniement qui est annoncé le 29 décembre et qui intervient le 20 février. On a eu le temps de passer la Saint-Sylvestre et autres. D'accord, je peux comprendre que c'était les fêtes. Mais tout le mois de janvier était suffisamment capital. Au plus tard, mi-janvier, on devait avoir ce gouvernement-là pour annoncer les couleurs. Mais on a formé ce gouvernement dans les mêmes conditions, et nous l'avons écrit à mutation, dans les mêmes conditions qu'on a formé le premier gouvernement Kaba. Donc, on perd du temps. On a formé ce gouvernement. Heureusement que pour cette fois-ci, j'ai vu que dès qu'ils les ont formés, ils ont pris une journée, peut-être parce que cette fois-ci, ils n'étaient pas nombreux pour faire les passations. Sinon, le tout premier gouvernement, on a pris 3-4 jours pour faire les passations, ce qui n'est pas normal. Donc, je pense que ce sont ces lourdeurs-là qui justifient plus l'échec, les incidents constatés dans ce gouvernement que la question des moyens. Moi, j'ai dit, à méchant ouvrier, point de bon outil. Il vous dira toujours, c'est le pinceau qui n'est pas bon, c'est le marteau qui n'était pas bon. Voilà. L'abondance des moyens aussi traduit l'incapacité des dirigeants. Avec le peu qu'on a, il faut qu'on soit à la hauteur des moyens que nous avons. Et moi, je dis, nous n'avons même pas fini de déployer le peu de moyens que nous avons là. Et vous dites que les hommes ne sont pas importants, mais si... Non, attendez. Non, ah, ok. Moi, je dis, je vais vous faire comprendre que pour moi, les hommes même sont plus importants que les moyens. Si vous avez les moyens, vous n'avez pas l'homme qu'il faut, les moyens ne serviront à rien. Parce que ce n'est pas les moyens qui utilisent l'homme, c'est l'homme qui utilise les moyens. Il faut qu'il y ait l'homme qui soit en mesure d'utiliser ces moyens-là. Okay, ça ne sert à rien d'avoir des armes et ne pas avoir des hommes. Je crois qu'il ne faut pas avoir une vision aussi manichéenne de la situation que parfait là. Hein, parce que au-delà des moyens, comme d'ailleurs Oba l'a si bien dit, on n'aura jamais assez de moyens dans ce pays. Ça, il ne faut pas se le dire, on n'aura jamais assez de moyens. Et c'est les hommes, je suis d'accord avec Oba sur ce point, c'est les hommes d'abord. Si on n'a pas de bons hommes, on n'aura jamais de moyens. Et quand on regarde les problèmes qui sont posés, le constat qu'on a pu faire à l'issue d'une année de gouvernance de ce premier gouvernement-là, les problèmes qui sont posés, ce n'est pas des questions de moyens. On n'a pas tantôt du ministère des infrastructures. Les problèmes qui sont posés là-bas, ce n'est pas affaire de moyens. C'est plutôt une question de gouvernance, de bonne gouvernance de ces moyens, des peu qu'on a. Hein, vous voyez, il y a plein de scandales qu'on a pu déplorer depuis que ce gouvernement-là, au niveau des marchés publics. C'est des scandales, il aurait fallu, ailleurs, dans de bonnes démocraties, on n'aurait pas attendu un remaniement gouvernemental. Des gens devaient démissionner de ce gouvernement depuis. Mais on les maintient là en place et vous voulez qu'on change dans cette situation. Ça ne peut pas changer. C'est une question de bonne gouvernance qu'on veut ici, ce n'est pas une question de moyens surtout. D'accord, voilà. Oui, on va permettre à Silga de rebondir ici. C'est-à-dire que quand je parle de moyens, je constate que vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, tout le monde dit M. Simon Comporé n'a pas les capacités pour gérer ce ministère. Donc, on enlève M. Simon Comporé et on met une nouvelle personne. Mais cette nouvelle personne, elle peut avoir toutes les qualités pour diriger ce ministère, pour bien gérer, pour manager ce ministère. Mais s'il manque des moyens à vos forces de défense et de sécurité, quel progrès vous allez avoir dans la lutte contre le terrorisme? Mais c'est de ça que je parle. Je n'ai pas dit que les moyens déterminent tout, mais aujourd'hui, là, nous sommes dans un contexte précis. Et ce contexte précis-là exige effectivement qu'il y ait... Tout le monde a parlé de ce qui s'est passé à Nassombo.
On ne va pas revenir là-dessus. Mais aujourd'hui, quand on dit il faut changer les hommes pour changer les hommes, j'ai dit ce n'est pas la bonne solution. Mais voilà, mais justement, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est ce qu'on a fait. Les problèmes qui sont posés. Avec cette organisation, on a changé pour changer. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le gouvernement est sorti, tout le monde dit oui. On ne s'attendait plus à voir M. Simon Comporé. Et depuis, enfin, les critiques sont là depuis. J'ai dit, ce n'est pas pour changer, on ne change pas pour changer. Écoutez, ce qui est intéressant ici, c'est que ils donnent encore l'occasion au peuple de les mettre à l'épreuve. Le président, certainement, vous direz un jour, j'ai eu tort ou j'ai eu raison de garder M. Simon Comporé. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de tester les hommes. On n'a pas le temps de donner aux gens... Non, vous avez parlé, il faut qu'on ait les hommes qu'il faut dans un gouvernement, mais il faut qu'il y ait les moyens nécessaires pour exécuter la politique. Et quand vous dites non, il y a beaucoup de questions où il n'aurait pas fallu avoir autant de moyens. Je dis non. Non, je suis désolé. Les moyens doivent suivre les hommes qu'il faut. Donc, on peut dire tout ce qu'on peut dire, mais ce serait important. Et ça va devenir encore plus important par rapport à l'opérationnalisation du PNDS. D'accord, oui. Donc, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui finalement aurait donc commandé ce remaniement ou cette réorganisation du ministériel, comme on le dit, si le problème n'est pas seulement les hommes, mais plutôt plus les moyens. Alors, il faut remarquer également que les nouveaux ministres qui sont rentrés ne sont pas venus au gouvernement avec des moyens. Ce n'est plus ça le vrai problème. On aurait pu parler de mobilisation de fonds plutôt que de remaniement ministériel. Alors, comme l'ont dit certains ici, il faut effectivement des hommes de qualité, ça c'est vrai. Aujourd'hui, quand on regarde cette réorganisation gouvernementale, on est tenté de se poser une question. Est-ce qu'il s'agit là d'une réorganisation politique ou alors elle est plutôt technique pour mettre les hommes qu'il faut aux places qu'il faut? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Mais moi, je doute fort que ce soit vraiment technique parce qu'on a eu l'impression ici qu'on a le politique qui est très fort dans ça. Rappelez-vous, quand le remaniement a tardé, l'opinion avait estimé qu'il y avait des bisbilles entre le président de l'Assemblée nationale et le chef de l'État, ce qui aurait pu retarder ce remaniement. D'ailleurs, c'était déjà dans la presse, même la presse internationale en parlait déjà. Et aujourd'hui, on voit ce remaniement qui nous a été servi. Moi, je suis fondé de croire que c'est tout à fait politique. Lorsqu'on voit certains ministres qui perdent leur poste parce que la grogne avait atteint certains summums, comme c'est le cas de la santé, et qui se retrouvent dans d'autres ministères, ça veut dire qu'on les a repêchés simplement, on les sauve en quelque sorte, et on trouve d'autres personnes au niveau du département de la santé. Donc c'est ça, ce jeu de chaises musicales répond à ça. Mais donc, là, est-ce que le chef de l'État et puis les dirigeants du MPP n'ont pas le droit? Ils ont le droit quand même de garder... Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. On ne leur réunit pas ce droit. Maintenant, ce qui se passe... Le programme pour lequel ils ont été... Non, c'est tout à fait normal. Hein, c'est le MPP qui est au pouvoir, c'est le MPP qui choisit ses hommes en dehors, évidemment, de ceux qui ont des accords politiques avec le MPP. Mais ce qui se passe, c'est que malheureusement, dans le fonctionnement de certains ministères, la politique s'invite souvent. Vous avez vu le syndicat des infrastructures qui a dénoncé un certain nombre de pratiques au niveau du ministère des infrastructures. Nous ne sommes pas là-bas, on ne travaille pas au ministère des infrastructures, mais de par le syndicat, ce sont des travailleurs du ministère qui sortent pour dire que le ministère est fortement politisé. On va certainement que ce n'est pas le seul ministère qui est dans ça. Donc c'est pour ça que, de mon point de vue, lorsqu'on nomme quelqu'un, il va falloir que la personne travaille avec des techniciens. C'est-à-dire que l'on mette au devant les compétences des collaborateurs, plutôt que de mettre au devant leur appartenance politique ou leur capacité de mobilisation populaire, afin que le Burkina puisse véritablement avancer. Sinon, on peut avoir des Burkinabés d'une qualité médiocre qui occupent des postes de responsabilité au détriment d'autres personnes qui sont capables de faire ce boulot et qui ne sont pas à ce poste parce qu'ils ne sont pas proches politiquement du ministre en question. Voilà un peu l'un des phénomènes qu'il faut combattre dans le gouvernement actuel de mon point de vue. D'accord, oui. On va achever sur en deux mots, oui. Sur deux propos. Le Premier ministre qui dit que c'est le gouvernement pour répondre au PNDS. Je ne sais pas si le Premier ministre même a compris cette réorganisation. Ou alors il aurait fallu qu'il nous l'explique. En quoi est-ce que ces déplacements qu'on a vus là, dans la question peut-être éventuellement de la mobilisation des fonds pour la mise en œuvre du PNDS ou dans l'opérationnalisation du PNDS, en quoi est-ce que ces changements-là touchent véritablement au PNDS? Je n'en vois pas. Donc le Premier ministre, il a fait peut-être une déclaration politique comme ça, mais véritablement, il n'y a aucune assise. Et lui-même, il n'en a pas donné les raisons. Il a juste balancé une phrase comme ça. Une autre phrase balancée comme ça. Et ça, c'est très dommage. Il faut qu'on évite les phrases balancées. Le nouveau ministre de la Défense qui dit
que les terroristes seront terrorisés. Je vous en prie. Surtout quand on est à la défense, on ne s'exprime pas comme ça. À la défense. Mais on a le droit de terroriser les terroristes. On ne lui demande même pas de terroriser les terroristes. Parce que je sais on ne lui demande pas ça. Les gens se demandent pourquoi nous aussi nous n'allons pas attaquer les positions des terroristes et qu'on attend toujours de réagir. Mais qu'il aille les terroriser, pas faire la déclaration. S'il peut les terroriser, qu'il aille les terroriser, mais pas faire la déclaration. Les terroristes seront terrorisés, je vous dis, c'est une phrase fantaisiste, vous m'excuserez de le dire. Le ministre n'a pas besoin de tenir un tel propos. Et je vous dis particulièrement au ministère de la Défense, ce n'est pas comme ça qu'on s'exprime à la défense. Alors pour le Premier ministre, je suppose, je ne suis pas à sa place, mais je suppose que l'année 2016 a été une année difficile, comme vous l'avez dit. Le gouvernement avait un budget qui n'était pas son budget en tant que tel. En 2017, ils ont pu mobiliser, en tout cas avoir l'accord des bailleurs de fonds pour financer. Donc c'est important en plan. Je me dis que peut-être qu'ils ont fait des réajustements juste pour permettre maintenant à ces ministres-là d'aller dans l'action. Quels sont les ministères clés en ce qui concerne le PENDES, par exemple? Est-ce que c'est le ministère de la Santé? Est-ce que c'est le ministère de l'Enseignement supérieur? Je suis en train de citer là où il y a eu peut-être des changements. Si c'est à la défense, à la sécurité, comme je le disais, c'est des gens qui étaient dans ce gouvernement qu'on a pris replacés par-ci, par-là. Je n'en vois pas. Au ministère de l'économie et des finances, par exemple, on n'a rien touché. Les trois sont là. Madame la ministre, ministre délégué, secrétaire d'État, ils sont tous là. Au premier ministère, puisque c'est lui qui pilote, mais il est là. Oui, mais il a été choisi pour l'opérationnalisation de ce plan depuis... Mais puisque nous, on ne l'a pas changé. Pourquoi il dit que ce gouvernement-là, c'est pour... Il veut dire que c'est le PNDS même qui justifie cette réorganisation. À la limite, c'est ça. Sinon, peu importe le gouvernement qu'on allait avoir, ce gouvernement va opérationnaliser le PNDS. Peu importe. D'accord. Alors, une autre réaction, Silga veut dire quelque chose avant qu'on... Je voulais revenir sur ce que tu disais tantôt, à savoir que c'est le MPP qui est au pouvoir, ils ont le droit de choisir les hommes qu'ils veulent pour gouverner. On ne leur diminue pas ce droit-là. Nous tous, on est tous d'accord qu'ils sont au pouvoir, c'est à eux de choisir entre eux des gens pour nous gouverner. Mais, il faut les bons hommes. Et s'ils n'ont pas les bons hommes, qu'ils nous débarrassent de plancher, quoi. Parce que c'est ça aussi. C'est pas parce que vous êtes au pouvoir que vous allez prendre n'importe qui aussi pour nous gouverner. Parce que c'est ça aussi. On va aller doucement. Non, c'est très important parce que la question... en fait, moi je crois qu'ici le plus important, c'est la question de la bonne gouvernance. Tout le nœud du problème, c'est la bonne gouvernance de peu qu'on a. Tant qu'on n'a pas pu relever ce défi de bonne gouvernance, là, on va tourner en rond, on ne va jamais avancer. Et cette question de bonne gouvernance, ça ne se situe pas à la question des moyens, comme parfait le dit. On a beau avoir des moyens, on ne peut pas bien les gérer. Même cette question de PNDS dont on parle, ce n'est que des annonces, des intentions pour le moment. Mais si ça continue comme ça, cette façon de gérer, où la corruption est rampante partout, les marchés publics sont octroyés à des amis de façon frauduleuse. On a vu ça ici, même au transport, on a parlé des infrastructures, même au transport. On a vu des marchés de 15 milliards qui ont été attribués dans des conditions brumeuses contre les décisions de justice. Et on veut avancer avec ça. Les bailleurs de fonds, ils regardent tout ça. Et s'ils voient qu'il n'y a pas de bonne gouvernance dans ce pays, même ces intentions vont se muer en mirage d'ici là. Il ne faut pas se leurrer. Oui, une dernière réaction. Moi, je voudrais faire remarquer que finalement, dans ce pays, l'impression que l'on a, c'est qu'on n'évolue pas du tout. Depuis 2014, j'ai l'impression que le Burkina ne travaille plus. Parce qu'en 2014, on a vu cette insurrection populaire qui était annoncée. L'année a été perdue. 2015, c'était une transition bizarre. On n'a pas travaillé. En 2016, lorsque le nouveau régime est arrivé, on nous a dit qu'il n'y a pas d'argent. Finalement, on n'a pas travaillé. 2017, où on s'attend vraiment au décollage, là, on est toujours dans les débats politiques. Moi, j'aurais bien voulu que l'on soit, évidemment, aujourd'hui en train de débattre autour des grands projets de développement, mais on ne voit rien dans l'avenir. Et lorsqu'on regarde un peu, c'est un peu ça le baromètre de l'exécutif, les comptes rendus des conseils des ministres qui nous sont servis, c'est tout petit comme ça. Si je prends l'exemple du dernier compte rendu conseil des ministres, il n'y a aucun marché qui est passé, il n'y a rien, on a l'impression que vraiment tout est politique, on n'avance pas véritablement. Donc c'est pour ça que... C'était le premier après la formation du gouvernement, c'était difficile. Peut-être que l'exemple n'est pas bon, mais avant ça, avant le remaniement, on a eu des conseils des ministres beaucoup plus squelettiques que ça. Il y a même eu des conseils des ministres annulés. Justement. On a dit reporter on ne tient au même mercredi plus, prochain. On reporte un conseil des ministres au mercredi prochain. Sans vraie raison. Ça, c'était peut-être en fait, c'est une sorte d'interpellation. Il va falloir qu'évidemment, on arrête les débats politiques, les histoires de calcul politique pour véritablement évoluer dans le sens du développement parce que les autres sont en train de partir. Nous on discute.
D'accord. Alors, on va évoluer. Hein, vous avez parlé tout à l'heure de Conseil des ministres. Le dernier Conseil des ministres, justement, donc, a adopté un décret donc, fixant les modalités d'immatriculation des véhicules qui doivent circuler donc, au Burkina, les véhicules et les motos. Alors, les usagers ont 36 mois donc, pour se conformer donc, à cette nouvelle donne. Le gouvernement évoque les questions de sécurité et la loi qui dit qu'il faut refaire les immatriculations chaque 10 ans. Mais certains pensent que le gouvernement veut se faire tout simplement de l'argent. En tout cas, c'est ce qui est dit sur les réseaux sociaux et dans certaines radios. Alors, quelle est votre appréciation sur le fait que le gouvernement veut mettre de l'ordre entre griffes, en tout cas, dans ces secteurs de l'immatriculation? Bama. Non, sur ce point, moi je crois qu'on est tous unanimes que ce secteur a besoin d'être vraiment assaini. Parce que quand vous écoutez un peu les gens du domaine, que ce soit au niveau des forces de l'ordre, en tout cas les spécialistes, tout le monde est unanime que le domaine est gangréné par un certain nombre de problèmes, notamment la fraude. Quand vous écoutez par exemple les forces de l'ordre, surtout les douaniers, ils vous diront que un bon pourcentage des permis, des cartes grises en circulation dans ce pays, certaines passent du tiers ou même de la démie de ces documents-là est pratiquement frauduleuse. C'est des papiers que les gens font dans des officines parallèles et tout ça. Et puis bon, c'est ça qui... donc sur ce point, moi je suis d'accord qu'il faut vraiment mettre de l'ordre là-bas. Maintenant, est-ce qu'un simple décret suffit pour mettre cet ordre-là dont on parle tant? Je ne suis pas très sûr parce que j'attends en tout cas de voir le contenu de ce décret dont on parle. Moi, je n'ai pas encore vu son contenu, qu'est-ce qu'on met dedans. Mais toujours est-il qu'un décret simple ne peut pas venir comme par baguette magique assainir le milieu. C'est plutôt une question de volonté politique, une question de rigueur dans ce secteur-là qui est vraiment gangréné, il faut le reconnaître. Autrement, les décrets vont se succéder, mais rien ne va changer. D'ailleurs, je parlais tantôt de la question du ministère des Transports, tantôt, où le marché, c'est le même processus, hein, la sécurisation des documents de transport, je crois que ça rentre dans le même des processus. Et si déjà à ce niveau-là, il y a déjà cette situation de corruption dont on parle tant, et le marché a été attribué dans les conditions irrégulières, ce n'est pas le simple décret qui va venir pour sauver la situation. Voilà. Oui, Silga. Je pense qu'il faut qu'on saisisse l'occasion de cette opération-là pour effectivement mettre de l'ordre. Parce que, je vais dire, le faux a atteint tous les domaines de notre vie. Et ça, c'est bien dommage. C'est-à-dire que jusqu'au certificat de nationalité et au casier judiciaire, il y a des faux. Bon, vous imaginez des gens qui sont capables de refaire les cachets des responsables de certains services de la douane, de la gendarmerie ou de la justice pour pouvoir établir les documents. Bon, voilà. On a atteint un niveau vraiment exponentiel du faux dans ce pays. Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait une synergie d'action et qu'il y ait aussi beaucoup de formation, mais qu'on puisse aussi acquérir du matériel pour qu'on puisse éteindre. Aujourd'hui, est-ce que je ne suis pas sûr que devant un faux et un vrai permis de conduire, les forces de l'ordre sont à même de distinguer? Je ne suis pas sûr. Parce que là, il y a des gens tellement doués dans le faux et la fraude qu'ils peuvent vous reproduire des documents tellement si proches du vrai que même les forces de l'ordre ne peuvent pas s'en sortir. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus de moyens au niveau des forces de défense et de sécurité pour effectivement combattre davantage le faux, mais qu'il y ait aussi beaucoup de formation. C'est-à-dire au niveau des forces de défense, mais aussi au niveau du ministère des Transports et tout. Et que, effectivement, ce décret-là ne soit pas encore une occasion pour des gens de s'enrichir. Parce que si on dit que vous avez 3 ans pour changer votre plaque, et que ces patrons du faux-là rentrent encore dans ce système, bon, on est foutu. Bon, voilà. Excusez-moi du terme. Hein. D'accord. Oui, très rapidement. Oui, je crois que
L'objectif recherché ici, comme l'a dit le Conseil des ministres, c'est vraiment atteindre un certain niveau de traçabilité et de sécurité, évidemment. C'est ce qui est écrit dans le compte rendu du Conseil des ministres. Alors, vous avez parlé tantôt de la loi qui dit que chaque 10 ans, il faut changer les plaques. Alors, si cette opération est conforme à la loi, on ne peut que se soumettre à ça. Maintenant, comme le disent certains, au niveau donc des réseaux sociaux, comme vous l'avez relevé, effectivement, ça pourrait être également une opération pour se faire de l'argent, ce qui n'est peut-être pas mauvais, mais on attend de voir, comme l'a dit Bama également, le contenu du décret. Alors, qu'est-ce qui va être demandé aux contribuables pour changer sa plaque d'immatriculation? Est-ce qu'il faut reprendre toute l'opération à zéro, payer tous les frais que l'on payait avant? C'est autant de questions comme ça que l'on attend, dont on attend les réponses pour savoir si l'opération vise évidemment à renflouer les caisses de l'État. Mais dans tous les cas, comme l'ont dit certains tout de suite, il est question évidemment d'assainir en tout cas le milieu, parce qu'il y a vraiment du faux dedans au niveau des plaques d'immatriculation, au niveau des cartes grises, il y a du faux, des permis de conduire. Au niveau en tout cas du grand secteur des transports, il y a beaucoup de faux, ça c'est connu de tous. C'est peut-être l'occasion également de tout remettre à plat et d'aller sur de nouvelles bases. Et puis bon, d'accentuer la lutte contre la contrefaçon, et qui malheureusement souvent bénéficient de la complicité de certains acteurs du secteur des transports. C'est ça qui est bien dommage et on espère en tout cas qu'on va aboutir à ça. Peut-être qu'il faut penser à rendre biométriques les cartes grises, pourquoi pas, parce qu'il y en a qui l'ont expérimenté déjà. Oui. Ouba, pour terminer sur ce projet. Je pense que ce serait une très bonne chose qu'on veuille mettre davantage de l'ordre dans ce domaine, mais qui parle de la biométrie, la numérisation, c'est une bonne chose. Mais l'autre aspect, ce sont les moyens de contrôle. C'est-à-dire que quand les choses deviennent numériques, lorsque les agents de l'ordre veulent contrôler, il ne suffit pas de regarder le document physique. Il suffit d'introduire ça dans un système qui te permet de faire sortir des données qui étaient cachées. Parce que c'est ça, quand on a numérisé, il y a des données, des détails qui sont cachés. Mais quand vous regardez le document à l'œil nu, vous ne pouvez pas le constater. Et ça, c'est dommage. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça à voir dans ce domaine d'immatriculation. Et nous avons traité dernièrement du cas d'une V8 d'un député, Bissiré Sirima pour ne pas le nommer, une plaque trafiquée par une haute autorité, quelqu'un qui a dirigé un grand projet dans ce pays et qui est député à l'Assemblée nationale pour voter des lois, mais qui roule avec une V8 dont la plaque d'immatriculation a été trafiquée. On a tout simplement refait une plaque par rapport à un véhicule qui le roulait, qui était immatriculé IT. On a juste eu le temps de couper le IT et de refaire l'immatriculation juste pour que ça soit un véhicule, une propriété personnelle. Nous avons traité de ce cas. Je pense que ça n'a ému personne, aucune autorité, peut-être même aucune institution de contrôle dans ce pays. Et pourtant, c'est une vérité flagrante. Le véhicule avait été saisi par la douane. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas dire où est-ce que l'affaire en est. Donc, c'est des cas comme ça. Et d'autres détails beaucoup plus simples. Il n'est pas permis à tout le monde de faire les plaques d'immatriculation. Il faut avoir un certain agrément. Pourtant, c'est ce qui s'est fait. Quand vous circulez à Ouaga, vous voyez des plaques d'immatriculation carrées. Même la plaque d'immatriculation carrée, c'est interdit. La plaque, il y a des dimensions. Elle doit être forcément rectangulaire. Avec à droite la carte du Burkina Faso. Avec les couleurs rouge, vert, l'étoile jaune. Entourée par un cercle. Et en bas, c'est écrit BF. C'est des caractéristiques qui sont décrites dans un texte. Mais quand vous circulez, vous voyez des plaques carrées. Mieux, vous voyez des cartes en forme, pire alors, en forme de croix, en forme de cœur, en forme de croissant lunaire, en forme de la carte du Burkina, de l'Afrique. On est africain, on est patriote, on est tout, mais ce n'est pas réglementaire. Et des simples contrôles de police devaient interdire ces plaques-là. Ce n'est pas réglementé, c'est pas réglementé. Vous ne pouvez pas circuler avec une plaque d'immatriculation en forme de lune ou en forme de croix. Ce n'est pas possible. La plaque, elle est bien indiquée dans un texte qui dit qu'elle est rectangulaire, avec des indications précises. Si ce n'est pas ça, vous n'êtes pas en règle. Et normalement, on vous arrête. Ça ne se fait pas. Ok. Alors, on espère bien que cette nouvelle réimmatriculation des véhicules qui avait déjà été tentée en 2013, je rappelle très rapidement qu'en 2013, le gouvernement avait tenté donc de faire cette mesure, mais qui n'a pas eu le temps donc d'être mise en application. On va parler d'un tout autre sujet maintenant. Il s'agit donc de cette affaire de la découverte de la tombe supposée de l'étudiant en médecine Dabo Boukari,
donc qui a disparu depuis 1990. La tombe a été identifiée, en tout cas selon Maître Sankara, un des avocats de la famille, à Pau. Donc, alors vous avez suivi cette actualité. Quelle est votre réaction? Très rapidement, Silga. Je dirais que c'est un élément nouveau dans le dossier. Et je pense que quand il y a clopin, on est en train de s'acheminer vers la vérité. Donc, bon, l'essentiel ici, c'est de souhaiter effectivement qu'on puisse déterminer qu'effectivement la tombe là, puisque aujourd'hui on a la supposition, il faut qu'on puisse déterminer par les moyens modernes là, que la tombe là, effectivement, c'est celle d'Abou Boukari. Bon, je pense que normalement c'est la famille qui doit faire la demande pour une analyse ADN, afin qu'on sache exactement ce qui est dans cette tombe. Mais on nous annonce aussi que le véhicule qui a servi à le transporter était identifié aussi. Ce sont des éléments nouveaux, effectivement, qui devraient permettre au dossier d'avancer. Mais bon, comme on le sait, on n'est pas encore au bout de... On en est encore au début, parce que c'est vrai qu'il y a 2 personnes qui sont inculpées. Bon, je suis sûr que dans ce dossier, il y a plus que 2 personnes qui en savent beaucoup sur ce dossier. Donc voilà. Donc je pense qu'il faut que la justice puisse poursuivre dans ce sens. Voilà. Alors Paul Miki. Ouais. Alors je crois, comme Silga l'a dit, que c'est un pas de franchi dans l'avancée du dossier, dans la manifestation de la vérité. Ce sont les débuts comme ça depuis 1990, en tout cas phase judiciaire. Et on espère que ça va se poursuivre, parce que la découverte de la tombe, aujourd'hui, on est fondé à croire que le régime ayant changé, les témoins sont beaucoup plus enclins à se confier aussi bien aux magistrats que même à la presse, et que la tâche des juges devient beaucoup plus facilitée, surtout avec la pression que l'on a aux côtés des étudiants chaque année qui manifestent la vérité, qui exigent la vérité sur l'affaire d'Abou Boukari. Donc, c'est pour dire que le train a démarré. Mais la grosse question que l'on doit se poser aujourd'hui, est-ce que le train va arriver à bon port? Est-ce que la justice, la procédure qui est enclenchée comme ça, va aller jusqu'à son terme? C'est la principale question que l'on est amené à se poser. Parce qu'avant la découverte de la supposée tombe, on a eu ces inculpations de Gilbert Diendéré et du colonel-major Mamadou Bamba qui sont actuellement en détention. Donc c'est pour dire qu'on a déjà des gens qui sont, de mon point de vue, des témoins ou du moins des personnes qui sont proches du dossier et qui doivent avoir une certaine connaissance de l'affaire d'Abou Boukari. Il n'y a plus qu'à interroger ces personnes incarcérées ou ces autres témoins pour qu'on puisse mettre la main sur toutes les autres personnes qui ont joué un rôle ou dans un sens ou dans un autre dans l'assassinat, la disparition de l'étudiant d'Abou Boukari. Mais il faut également dire qu'il ne faut pas tout de suite croiser les doigts que les choses vont bien se passer, parce que les raisons qui ont prévalu au blocage du dossier sous le régime Blaise Compaoré sont encore là. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas les mêmes blocages là qui vont exister au niveau de la justice? Ça, c'est la grosse question que l'on se pose. C'est là d'autant plus qu'on parle du président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, de plus en plus dans le dossier. Lui-même, il a eu l'occasion de se défendre. Il a été entendu au moins 2 fois par le doyen des juges d'instruction chargé du dossier. Cela a été confirmé par l'avocat Maître Sankara. Lui-même a dit, entre-temps, qu'il était prêt à se débarrasser de son immunité parlementaire pour aller répondre devant la justice s'il le faut. Mais aujourd'hui, est-ce que la balle ne se trouve pas dans le camp de la justice qui, on a l'impression, ne fait rien, en tout cas pour ce qui concerne cet aspect de l'instruction de l'assassinat sur Dabo Boukari? Donc c'est autant de questions comme ça que l'on a amené à se poser, et en espérant évidemment que la vraie vérité va se manifester sur la disparition de l'étudiant, pour soulager aussi bien sa famille que c'est les étudiants aujourd'hui qui chaque année manifestent pour réclamer la justice sur son assassinat. Alors l'emplacement de la tombe qui se trouve à Pau, à plus de 150 km de Ouagadougou, alors que l'étudiant a été arrêté ici même à Ouagadougou, ça pose aussi beaucoup de questions. Oui, Oba? Non, ça ne devait pas nous étonner. Pau, c'est là-bas du Sénèque, le centre d'entraînement commando de Pau. Et vous savez très bien qu'on a dit que quand Dabo et d'autres camarades ont été arrêtés, ils avaient été conduits au conseil. Et le conseil, à l'époque, était gardé par les éléments de Pau, les éléments du Sénèque. Voilà. Donc, pour moi, c'est une logique.
c'est les mêmes éléments qui étaient au Sénèque, c'est les mêmes éléments à la limite qui étaient donc au Conseil de l'entente ici. Donc s'ils l'ont enlevé, ils l'ont certainement déporté à Pau, peut-être vers leur base, et puis finalement, parce qu'on ne saura dire exactement où il a perdu la vie. Donc la tombe qu'on a découverte, si en définitive il se trouve que c'est sa tombe, c'est certainement après lui avoir ôté la vie qu'on l'y a conduit et on l'a inhumé. Donc, comme les autres l'ont dit, hein, on espère que le dossier va évoluer et il faut se le dire, il faut que la pression continue. Il faut que la pression continue, que les avocats s'arment de courage, la famille et surtout les étudiants. Parce que dans cette affaire, il faut qu'on parle de la contribution des étudiants, du mouvement étudiant notamment de l'UGEP, qui, vous savez, depuis 1990, en tout cas, chaque 19 mai est un jour historique sur le campus, sur les différents campus, les différentes universités du Burkina Faso, journée sans cours. Je crois qu'ils ont beaucoup donné pour que ce dossier-là, peut-être aujourd'hui, connaisse un avancement. Ok, oui. Un dernier mot, Bama. Oui, non, mais je crois que tout le monde est unanime que cette nouvelle donne-là vient comme, en tout cas, un grand pas vers la vérité, ça c'est incontestable. Et je crois que c'est aussi un grand soulagement, j'imagine, pour la famille de cet Ulysse défunt-là, et aussi pour la grande famille des combattants de la justice qui ont dû batailler toutes ces longues années-là pour qu'on en arrive là. Ça doit être un très grand soulagement pour tout ce beau monde-là. Mais en même temps aussi, moi je dis que il faut qu'on évite aussi de tomber dans un certain triomphalisme béat, parce que, contrairement à ce que les gens pensent, c'est vrai, c'est un grand pas, mais en même temps aussi, moi je vois ça comme aussi un défi qui est lancé à tout ce beau monde-là qui lutte pour la vérité. Parce que plus on avance vers la vérité, plus ceux-là qui sont contre la manifestation de vérité aussi ne dorment pas. J'imagine que le fait d'avoir découvert la tombe, ils ont dû accueillir ça comme, en tout cas, une douche froide. Ça ne donne pas à ça, parce qu'ils ont pu dissimuler cette tombe-là depuis tout ce temps, et qu'on a pu la découvrir aujourd'hui. Ils ne s'attendaient certainement pas à ça. Alors, j'imagine qu'ils ne vont pas dormir, parce qu'ils n'ont pas intérêt à ce que la vérité se dise dans ce dossier. C'est pour dire que la justice doit pouvoir redoubler de courage. J'imagine que la pression sera encore plus grande maintenant. Et aussi, les combattants doivent redoubler aussi de vigilance pour maintenir la pression. Autrement, on risque de rester là pendant encore des années sans la vérité. D'accord. Alors, on est pris par le temps. On va passer donc au sujet culturel donc, de cette émission avec l'ouverture de la 25e édition du FESPACO. Le club de départ a été donné hier au stade Joseph Konombo par le président du FASO. Vous avez donc suivi ou vous étiez au stade. Alors, très rapidement, un mot sur cette cérémonie d'ouverture. Woba. Sur la cérémonie, je crois que depuis 1999, ça doit être la première fois que le président du FASO, je parle donc du titre, pas de la personne, puisque la personne a changé, c'est la première fois que le président du FASO soit présent à l'ouverture. Parce qu'en 1999, Blaise était à l'ouverture du FESPACO. Et comme curieusement, en 1999, Alpha Blondy était artiste musicien et il a chanté une de ses chansons, Les Imbéciles, au stade. Et cela avait été peut-être mal interprété par le public qui a pensé que la chanson était adressée particulièrement au chef de l'État. Donc ça a créé un couac. Et depuis, Blaise n'a plus été à l'ouverture du FESPACO. Il attendait chaque fois la fin pour aller remettre l'or aux gagnants. Donc c'est Roch-Marc Christian Kaboré qui renoue avec cette tradition la présence au stade pour l'ouverture. Je pense que c'est peut-être une bonne chose. Et il faut noter justement la présence de cet invité d'honneur particulier qui est la Côte d'Ivoire. Quelque part, il faut y trouver des raisons politiques. Je pense que ça participe de la décrispation certainement de tout ce qu'on a vécu ces derniers temps avec la Côte d'Ivoire, donc c'est le grand retour donc, des pays amis. Et puis, bon, on signale au passage que le président ivoirien sera là à la cérémonie de clôture. Oui. Voilà. Et puis en termes de couleur, hein, je pense que plus ou moins la fête, on peut la qualifier de réussite. Et particulièrement, j'y ai fait un tour et je voulais saluer la réussite en matière de sécurité, les forces de défense
et de sécurité se sont très bien mobilisés. Je pense que de ce côté-là, on n'a pas, de mon point de vue, on n'a pas noté d'incident particulier. Oui, Paul Miki. Je crois que la fête était vraiment belle hier soir au stade municipal. Voilà, le festival qui va nous permettre encore d'oublier nos différences le temps d'une semaine. C'est tant mieux. Mais moi, je constate qu'au fil des années, c'est vrai, les cérémonies d'ouverture ont toujours été grandioses comme ça, mais je ne sais pas pourquoi on est passé du stade de 4 août au stade municipal qui est beaucoup plus petit. Mais dans tous les cas, l'organisation a été réussie. Comme l'a dit Ouba, je note avec force le déploiement des forces de défense et de sécurité. Le défi sécurité a été relevé parce que c'était vraiment l'un des enjeux de cette édition. Vous savez certainement que c'est un rendez-vous qui draine beaucoup d'étrangers dans notre pays et que les terroristes également sont aux aguets. On ne peut pas les oublier. Je félicite en entendant que les choses se poursuivent de cette manière jusqu'à la fin. En tout cas, cette mobilisation populaire que l'on a vue, cette mobilisation au niveau des forces de défense et de sécurité. En tout cas, tout était beau. Mais je voudrais juste dire un mot en ce qui concerne le FESPACO en tant que tel. C'est vrai, c'est un beau rendez-vous ici à Ouagadougou du cinéma africain. Mais en même temps, on célèbre le cinéma africain dans un pays où on a un certain recul en matière de disponibilité des salles, en matière de qualité des productions de films. Beaucoup de gens l'ont relevé. Et j'ai vu un excellent reportage de la télévision nationale qui a mis à nu, en tout cas, la fermeture de certaines salles de cinéma ici à Ouagadougou. Vous avez su certainement qu'au niveau des différents quartiers, ici à Wemtenga, à Bissi, à Gunguin, à Tampi, les salles de cinéma ainsi qu'à la Padra sont pratiquement fermées. C'est devenu des toilettes à ciel ouvert, c'est assez dommage. Idem pour Bobo de Lasso. Alors plus on avance dans les années, Réo aussi, voilà, même pas seulement Réo, dans les provinces, évidemment, on avait des salles de cinéma qui ne fonctionnent pratiquement plus. Alors, il est question aujourd'hui de se poser la question, est-ce que ça n'a pas marché? Est-ce qu'il y a eu quoi? Quelles sont les raisons qui amènent en tout cas ces fermetures de salles? Peut-être des problèmes de gestion, je n'en sais rien. Mais en même temps, je voudrais faire remarquer qu'il y a de nouvelles salles qui sont en train de se construire, surtout à Ouagadougou, avec notamment le groupe Bolloré. C'est pour dire que de la salle Canal Plus Olympia, et on annonce également une autre salle qui est en chantier ici à Ouagadougou. Et quand ça vient des Européens, c'est la preuve que le secteur du cinéma est un secteur porteur. Ils ne mettent pas de leur argent dans n'importe quoi. Ça veut dire qu'il y a quand même le marché en aval. Donc, alors qu'à côté de ça, nos salles, nos exploitations, nos salles sont en train de mourir ici à Ouagadougou et les Occidentaux en construisent de nouvelles. Est-ce que ça ne doit pas donner à réfléchir à nous autres Burkinabés sur comment une situation pareille peut arriver? Donc, en fait, c'est ça un peu le contraste entre la beauté du FESPACO et puis la fermeture de ces salles de cinéma. Alors que le secteur du cinéma, en principe, devrait être vraiment un secteur pourvoyeur d'emploi, comme l'a dit le ministre ivoirien de la Culture. Il y a des sous-métiers qui se greffent donc au cinéma. Donc, c'est vraiment un secteur, s'il est bien organisé, il peut quand même permettre de lutter contre le chômage au Burkina. Donc, pour moi, c'est à ce niveau que la réflexion doit se mener. Très rapidement, parce qu'on est pris par le temps. Alors, Silga. Je voudrais peut-être revenir sur le thème, bien sûr, qui traite de la formation. La formation des acteurs. On a connu dans les années 60, bien sûr, l'INAFEC, à l'université de Ouagadougou. Une école, bien sûr, qui a fait les beaux jours du cinéma africain. En tout cas, la majorité des réalisateurs, des acteurs célèbres ont été formés dans cette école. Bon, aujourd'hui, il y a aussi des écoles qui sont là, le Centre Imagine, l'ISIS et tout. Mais la problématique là, c'est la formation, mais c'est aussi les moyens qu'on utilise. Parce qu'aujourd'hui, on ne tourne plus des longs métrages avec les moyens de Gaston Kaboré ou d'Idrissa Ouedraogo. Si c'est le 3D. Plus les 35 mm. Voilà, qu'on met en avant et tout. Mais est-ce qu'avec cette technologie, on arrive effectivement à garder l'âme du cinéma africain? Est-ce qu'on arrive encore à traiter des sujets qui parlent aux Africains? Est-ce qu'on arrive à créer des films qui peuvent s'imposer? Des films qui peuvent être autant vus, autant appréciés que les productions de Gaston Kaboré, de Idrissa Ouedraogo, de Saint-Pierre Yamewo et tout. Pour moi, c'est toute la problématique. Est-ce qu'avec... Ils disent que ça fait très longtemps d'ailleurs que le Burkina n'a pas remporté l'étalon de Yenega. Voilà. Peut-être que cette année, avec la forêt de Niolo de Adama Oramba, ou bien... On a 3 films en compétition. Voilà, oui, peut-être que ça viendra cette année, c'est ce qu'on espère aussi. D'accord. Oui, un dernier mot sur le sujet.
Bama. Je ne reviendrai plus sur l'éclat de la cérémonie. Tout le monde est d'accord que ça a été une très belle cérémonie. Mais comme Parfait l'a dit, il faut vraiment que cette édition-là puisse vraiment constituer un tournant décisif pour le cinéma africain, surtout burkinabé, qui depuis un certain nombre d'années est en train de plonger. Parce que, comme on l'a dit, comme le ministre l'a reconnu, depuis un certain nombre d'années, le cinéma recule dans le pays même, à Ouagadougou, qui est capitale du cinéma africain. On ne peut pas comprendre que dans ce pays-là, c'est là où il y a les salles de ciné qui sont en train de se fermer, qui disparaissent au jour le jour. Et chaque 2 ans, on vient célébrer le FESPACO pendant que le cinéma lui-même est en train de reculer. Donc, vraiment, comme Parfait l'a dit, il faut vraiment que les gens puissent mettre l'accent sur la formation, qu'on puisse en tout cas assurer une relève de cinéastes qui vont venir en tout cas continuer de porter le flambeau que Idrissa, Ouedraogo et Gaston en tout cas ont dû porter assez haut depuis à un moment donné, et que Ouagadougou puisse continuer de rester capitale du cinéma africain comme ça a toujours été. D'accord, oui. Une dernière réaction, sinon on est... Non, la dernière réaction, c'est peut-être sur le plan de la sécurité. C'est vrai que on en a parlé ici, mais on a encore une semaine. Hein. Et le problème du FESPACO, c'est que ce n'est pas comme le CIO, c'est un seul lieu. Là, le FESPACO, on a beaucoup de salles de projection, il y a beaucoup de lieux de... Les rues marchandes, le village à Kwaba des Ivoiriens. Moi, je pense qu'il faut vraiment souhaiter que le déploiement des forces de l'ordre et de sécurité, des forces de défense et de sécurité soit au maximum pour que le défi sécuritaire là, soit relevé. Je crois que la dynamique c'est possible parce que cette année il y a une innovation qui est le podium qui est prévu sur l'avenue Kwame Nkrumah, au niveau donc pas loin du lieu des attaques. Hein. Je crois que c'est toute une symbolique pour montrer évidemment la présence des forces de défense et de sécurité. D'ailleurs, déjà à l'ouverture, on a vu chaque individu, les milliers de personnes qui ont vu au stade ont été individuellement fouillées. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et il y avait ce déploiement donc tout autour du stade. Comme vous l'avez si bien dit, il y a plusieurs sites qui accueillent le FESPACO. Et je crois que depuis de longues semaines déjà, moi j'ai eu vent que l'organisation au niveau des forces de défense et de sécurité était déjà bouclée. Ils ont pris les choses au devant très tôt pour donc sécuriser. Donc je crois que c'est vraiment... On n'a pas, le risque zéro n'existe pas, c'est vrai, mais en tout cas, l'essentiel est fait et que les festivaliers peuvent être rassurés. Je ne suis pas des forces de défense et de sécurité, mais de ce que j'ai vu, je crois que l'essentiel a été fait en tout cas. Oui. Et c'est des félicitations qu'il faut adresser. Peut-être pour réagir sur le trophée peut-être qu'on pense qu'il nous fit depuis peut-être 93. Oui. Je pense qu'il n'y a pas de quoi peut-être s'alarmer quand on regarde le palmarès. Je pense que peut-être le pays le mieux trophée, ça doit être le Maroc, qui a 3 titres. Après, les autres pays qui suivent, c'est 2 titres. Et le Burkina est dans cette catégorie. Donc, on est en quelque sorte vice-champion du FESPACO. Je pense qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer. On va commencer à s'inquiéter quand les autres auront 5 étalons d'or et que nous, on sera toujours à 2. Sinon, tant qu'on a 2, voilà, c'est peut-être ça. Et là, je partage les inquiétudes qui ont été soulevées ici par rapport à la qualité de notre cinéma. Moi, je vais en salle de ciné. Mais je vous dis, une fois je suis allé en salle de ciné, j'ai vu un film et je n'ai pas fait plus de 2 semaines, je suis reparti pour voir un autre film parce que ça m'a plu. Mais lorsque je suis allé voir ce film, j'étais dessus. Et je crois que j'ai tapé au moins 3 mois sans y retourner. Donc, c'est-à-dire, le fait, on voit souvent certains films en salle de ciné, et je pense que même une salle de ciné doit avoir des critères, des normes. Si je suis gestionnaire d'une salle de ciné, il y a des films qui sont produits au Burkina qui ne passeront pas dans ma salle. Ça ne mérite même pas d'être projeté dans une salle de cinéma. D'accord. Alors, ça va être le mot de fin. On espère que c'est bien une production du Burkina Faso qui va succéder à Fièvre du Marocain, à Chouche. Alors, on ne pourra pas développer donc les débats sur les violences en Afrique du Sud parce que nous sommes pris par le temps. Vous le constatez, ça passe très très vite et on espère que les téléspectateurs ont eu du plaisir à nous suivre. En tout cas, merci de votre fidélité. Je rappelle très rapidement que j'étais sur ce plateau avec Boukari Woba du bimensuel La Mutation, Bama alors
de reporter, Ladji Bama du reporter, Paul Miki Rwamba de la radio Waka FM et Parfait Silga du quotidien Notre Temps. Merci encore une fois de plus pour votre fidélité et restez en compagnie des programmes de la RTB.